Chers amis du dessous des cartes, voici Covid-19, une leçon de géopolitique et aujourd'hui nous allons nous intéresser aux États-Unis de Donald Trump. Dans un instant, nous serons en ligne avec une journaliste américaine du mensuel The Atlantic avec elle on essaiera de comprendre comment se déroule la campagne présidentielle à l'heure du coronavirus. On le sait, les États-Unis enregistrent d'ores et déjà un bilan épidémique dramatique avec près de 70 000 morts. Pour des raisons démographiques, bien sûr, pour des raisons de santé publique, le système de santé américain est particulièrement inégalitaire. Et puis, il y a évidemment la question de la gouvernance particulièrement chaotique de Donald Trump. Enfin, il y a le bilan économique, lui aussi d'ores et déjà désastreux, 30 millions de chômeurs, et ce alors même que les États-Unis sortaient d'une forte période de croissance depuis 10 ans déjà. Alors essayons de comprendre justement à quoi ressemblaient les États-Unis avant le Covid-19 et avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. En janvier 2017, quand Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, les États-Unis sont la première puissance mondiale, mais non la seule. L'Union européenne, la Russie, l'Inde et surtout la Chine contrebalancent l'hégémonie américaine. Les relations internationales sont fondées sur les grandes institutions nées en 1945, à l'initiative des Américains, pour garantir la paix et la stabilité économique mondiale, à savoir l'ONU, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui sont basés à New York et à Washington. Depuis son élection, Donald Trump veut renverser l'ordre international qu'il dit globalisé et donc contraire aux intérêts nationaux selon lui. Dès juin 2017, il décide le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, signé par 196 parties, rompant ainsi avec le multilatéralisme de l'après-guerre et aussi avec la politique de son prédécesseur. À l'international comme en politique intérieure, Donald Trump est en effet obsédé par l'idée d'effacer les grands succès de Barack Obama. Sa politique étrangère tient en deux mots, America First. America First, le slogan préféré du président américain qui s'est révélé un peu court face à l'épidémie de coronavirus. Vous le savez, ces dernières semaines, on a assisté à un véritable festival de Trumpitude, avec tout d'abord un président américain qui a minimisé pendant de longues semaines l'épidémie, qu'il qualifiait de petite grippette qui allait disparaître avec les beaux jours. Il a ensuite expliqué que l'on pouvait utiliser comme remède des produits ménagers, des détergents ménagers. Et puis, il a également expliqué que les États-Unis ne financeraient plus l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à qui il reproche d'être responsable de la situation épidémique absolument catastrophique. Enfin, le président américain a suscité la polémique, une polémique internationale, en expliquant qu'il avait des preuves que le virus ne venait pas du monde animal, mais provenait d'une erreur d'un laboratoire chinois situé à Wuhan. Alors justement, je vous propose de remonter à l'origine de cette mauvaise relation sino-américaine. Avec la Chine, le pays qui défie la puissance américaine, les États-Unis assument désormais une compétition de plus en plus frontale. Début 2018, le président américain se lance sans préavis dans une guerre commerciale avec Pékin et augmente les droits de douane sur de nombreux produits importés de Chine. Le bras de fer est engagé. Pour Trump, il s'agit de réduire l'énorme déficit commercial, 419 milliards de dollars en 2018, et de maintenir la suprématie technologique américaine de plus en plus menacée par les entreprises chinoises. Cette politique de confrontation musclée comporte une part de risque. La Chine détient en effet une partie importante de la dette publique américaine. Voilà, et Trump qui menace également ces derniers jours de ne pas rembourser cette dette chinoise et qui menace aussi la Chine de nouvelles hausses de tarifs douaniers. De tout cela, on va parler avec vous, Rachel Donadio. Merci beaucoup d'être en ligne. Vous êtes journaliste américaine. Vous avez longtemps travaillé pour le New York Times. Aujourd'hui, vous travaillez pour le mensuel The Atlantic. Alors, en pleine campagne présidentielle, le fait que Trump hausse comme jamais le ton avec la Chine, est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous? C'est peut-être la bonne stratégie pour Trump et ses électeurs. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie pour l'ordre mondial, mais je pense que pour bien ou pour mal, je pense assez mal, Trump a des instincts politiques très, très bien pour ses électeurs. Il sait ce qu'il faut faire pour
la colère. C'est un tel désastre comme les États-Unis ont fait face au virus. Alors, en ce contexte, c'est plus facile pour lui de dire que c'est le grand ami la Chine, c'est le virus qui vient de Wuhan et je vais être très dur avec la Chine. Ça, c'est quelque chose, c'est assez simple pour les gens de comprendre. Donald Trump pensait que son bilan économique lui permettrait de se faire réélire facilement. C'est raté avec cette récession historique qui s'annonce dans ce contexte du Covid-19. Mais est-ce que pour autant cela signifie que selon vous, il a déjà perdu la partie, il a déjà perdu l'élection? C'est pas si facile que ça. C'est vrai que les États-Unis, la récession, c'est le plus grand Great Depression. Depuis la Grande Dépression, il y a 30 millions de personnes aux États-Unis en chômage. Il y a 16% le taux de chômage aux États-Unis. Ça, c'est un niveau historique. Mais ça ne veut pas dire qu'il va perdre l'élection. Parce que je pense que si les gens sont en colère, et ils sont vraiment en colère, il est un candidat de la colère et pas un candidat de l'espoir. Et il y a quelque chose de très profond en ça. Si on se sent en dépression, si on a perdu son travail, c'est pas évident que c'est à cause de Trump. C'est évident que c'est à cause du virus. Vous n'avez pas du tout vu évoluer l'opinion publique américaine après cette gouvernance, on va dire, très chaotique de Donald Trump face au virus? J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ça me donne vraiment de la peine de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense que c'est un pays très, très divisé et Trump a ses électeurs et Trump a ses ennemis, les gens qui détestent Trump. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui détestent Trump vont voter Biden, qui est probablement le candidat. Alors, c'est très bizarre que, en même temps, où les États-Unis ont vraiment un échec incroyable et historique, que les sondages pour Trump ne sont pas si mal que ça. Il y a vraiment des décalages entre comment les États-Unis ont fait face au virus et les opinions, les sondages pour Trump. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il reste comme espace ou comme thématique à Joe Biden, le candidat du camp démocrate, pour faire campagne face à Trump? Les États-Unis sont un pays très divisé en ce moment. Et je ne sais pas si ni Trump ni Biden sont capables de réunir le pays. Je pense que Joe Biden peut trouver l'espace que oui, on est un pays, on croit dans nos institutions, on croit dans nos capacités. Il peut peut-être parler des moments du passé où les États-Unis étaient plus forts. Et je pense que ça, c'est peut-être un espace, mais c'est assez difficile parce qu'avec un taux de chômage à 16% et 30 millions de citoyens en chômage, c'est compliqué de trouver un espace. Dernière question, comment est-ce qu'elle se passe cette campagne? Parce que bien sûr, on ne peut pas faire de meeting à l'heure du coronavirus. Racontez-nous un peu comment ça se passe une élection présidentielle à l'heure du coronavirus. C'est une campagne électorale qui va avoir lieu sur les réseaux. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'occasions pour la misinformation et pour la manipulation des informations. Chacun trouve son réalité et c'est quelque chose de très dangereux et complètement inédit aux États-Unis. Merci beaucoup, Rachel Donadio, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste pour le mensuel The Atlantic. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.